Bonjour, bienvenue chez Agora, mesdames et messieurs. J'accueille aujourd'hui à ICI Télévision chez Agora Nicolas Jacquette, qui nous parle de France, un designer, qui est auteur, réalisateur, directeur de l'agence communication Studio Irrésistible à Paris, expert de questions de manipulation mentale pour le gouvernement français. C'est un artiste plasticien au sein des collectifs d'artistes internationaux de Meeting Point Project et Format. Il est cofondateur du Press and Cartooning Global Forum à l'UNESCO, chevalier de la confrérie des compagnons de Gutenberg, designer des installations scénographiques et artistiques pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022. Il est l'initiateur de ce magnifique projet Tremblement. Nicolas Jacquette, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Merci de votre accueil. Ravi d'être avec vous. Ça fait plaisir de vous accueillir à ICI Télévision Montréal, Québec, Canada. Comment est née l'idée de ce projet? Déjà, le titre est interpellant, Tremblement. Et pourquoi avoir choisi ce mot? Parce que en voyant justement l'affiche, bon, il y a le mot tremblement, puis il y a Rajva, qui est un mot en arabe, n'est-ce pas? Bon, il y a un effort linguistique à souligner ici. Mais comment est née cette idée, Nicolas Jacquette, et pourquoi avoir choisi justement ce mot? Alors l'idée, elle vient de très loin. Mon agence Studio Irrésistible travaille sur des projets de culture, de diplomatie et d'accessibilité à la science. Donc on travaille très régulièrement avec des musées et on a été demandé par l'équipe qui a lancé le projet du musée de la reconstruction d'Agadir. Un musée qui est dédié à tout le projet de reconstruction qui a suivi le terrible séisme qui a détruit la ville en 1960. Et ils nous ont demandé d'intervenir avec nos partenaires marocains d'Evaga sur toutes les installations multimédia. Et en plus de ces installations, ils nous ont demandé de travailler sur un dessin animé pour expliquer les origines des séismes aux enfants. Juste à côté d'un autre écran dans le musée, où là, c'est le grand professeur Abdelaziz Mrider, qui est un des plus grands géophysiciens du Maroc, qui explique aux adultes pourquoi est-ce que la situation géographique et géophysique d'Agadir est si particulière et fait que la Terre tremble régulièrement. Et au moment où on m'a proposé ce projet, j'étais très intimidé parce que je ne connaissais pas les cultures amazighes. Je connaissais un peu la culture marocaine pour y travailler régulièrement, mais pas de façon profonde. Et je ne me sentais pas véritablement légitime à me lancer dans ce projet-là. En plus, l'histoire de la France et du Maroc est particulière. On la connaît, elle a une histoire qui est complexe. Et d'avoir un Français qui ne connaît pas ces cultures, qui doivent s'approcher d'un drame national et travailler avec des enjeux qui sont le tifinagh et la culture amazigh qui sont si importantes dans la région du Souss, autour d'Agadir, j'étais pas véritablement à l'aise. Mais ils ont insisté pour que je m'en occupe et donc je me suis plongé véritablement dans les cultures amazighes, les cultures marocaines de la région. Et une des premières choses que j'ai fait, c'est de rencontrer les membres de l'association Izoran Nagadir, qui est une association qui a milité avec grande force pour que le musée existe, puisque cette association-là rassemble des survivants du séisme de 1960. Okay. Alors, ce sont pour la majorité des gens très âgés, mais qui ont du coup pu me raconter comment l'événement avait été vécu à l'époque. Et ce qui m'a marqué profondément à ce moment-là... Pardon, oui, je vous en prie, allez-y. Ce qui m'a marqué profondément, c'est qu'il y avait deux récits à cette époque-là pour expliquer le séisme qui se partageait un petit peu le territoire. La majorité amazigh de la ville croyait encore à l'époque que c'était parce qu'un taureau se secouait l'échine sous l'écorce terrestre. Et la majorité arabo-musulmane pensait qu'il s'agissait d'une punition divine parce que la ville était une ville balnéaire avec beaucoup d'Européens et ils trouvaient qu'il y avait trop de prostitution, trop d'homosexualité. C'était leur mot de l'époque. Et je me disais, si on fait un dessin animé scolaire, comme c'était l'idée du musée, pour expliquer ce phénomène-là, on risque de ne pas réussir à trouver l'espace au milieu de ces deux récits millénaires, l'un amazigh, l'autre arabo-musulman. Et donc, l'idée du conte est venue de ce constat et que le conte avait une puissance narrative extrêmement forte et s'ancrait dans le passé. Cet ancrage dans le passé permettait de trouver un chemin entre ces deux récits et de pouvoir le faire cohabiter. Très bien. Donc, on va retenir que d'abord c'est un conte. Là, quand on va voir le lien, là, vous allez voir dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, ça raconte dans les trois versions, là, français, le dialectal marocain et en amazigh, en langue amazigh. Il y a une tendance à
enseigner, je veux dire, peut-être à conscientiser les gens sur tout ce qui a rapport avec tout ce qui est sismique, hein, pas juste les gens, mais les jeunes en général. Mais encore, quels sont les types de tremblements abordés dans ce projet? Parce que là, vous parlez du tremblement d'Agadir. Oui, ça a marqué la mémoire collective au Maroc. C'était un tremblement très violent. Mais est-ce que ça n'a pas une tendance aussi, quelque part, identitaire ou plutôt d'interpeller, n'est-ce pas, le côté écologique de cette partie du sud du Maroc qui est Agadir? Et pour dire aussi que bon, c'est une partie sur laquelle il faut repenser, peut-être la repenser côté urbanisme, quelque part? Alors, le travail sur l'urbanisme de la ville d'Agadir, il a été phénoménal, et c'est ce que montre ce musée de la reconstruction d'Agadir, l'espèce de laboratoire incroyable d'urbanisme et d'architecture qu'a représenté la ville, qui s'est mise à construire avec des normes sismiques en faisant attention. Le musée, il était là aussi pour apporter deux choses. D'une part, permettre à la population locale de se réconcilier avec un drame national qui était ancré dans leur histoire, mais dont quasiment personne ne parlait. C'est une tendance au Maroc des anciennes générations, c'est yallah, quoi. Même s'il y a eu un drame, on avance, on ne parle pas du passé, on reconstruit l'avenir, et beaucoup d'enfants et de petits-enfants des survivants n'avaient jamais entendu leurs histoires par rapport au séisme. Donc le dessin animé était là aussi pour permettre de se réconcilier avec cette mémoire traumatique, parce que le musée est rempli d'images très violentes de l'après-séisme, de films d'archives. On voit les victimes, les gravats, les secours. Et pour les enfants qui allaient visiter le musée, je voulais qu'il y ait quelque chose de plus doux, de plus pacifié, qui permette de comprendre que la planète a un rythme qui nous dépasse, qu'elle est presque comme un organisme vivant géant. Et c'est pour ça, vous avez posé la question de ce mot rashfa, qui est le mot frisson. Il y avait énormément de débats au moment où on a travaillé sur le titre du film. Moi, je voulais qu'on pense la Terre comme un être vivant qui frissonne, et pas comme le mot tremblement pour tremblement de terre. Et c'est vraiment cette idée d'écouter la Terre et de sensibiliser les nouvelles générations au fait qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention, la façon dont on construit, où on construit. Vous l'avez dit, hein, le Maroc est une zone sismique entière. Toutes les régions du Maroc sont concernées par le risque sismique, et il faut, je pense, sensibiliser les nouvelles générations à ces sujets. Très bien. Parfait. Alors, on va faire une pause, mesdames et messieurs. On revient dans les prochaines minutes. J'accueille Nicolas Jaquette qui a initié ce fabuleux projet, Tremblement. Je traduis vers la Rashfa. On va devoir avoir plus d'informations dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs. L'invité d'Agora aujourd'hui, c'est Nicolas Jaquette. Il est designer et auteur-réalisateur, initiateur du projet Tremblement. Alors écoutez, c'est un projet qui a eu un bon nombre de consécrations, des récompenses internationales, 76 sélections au festival en compétition officielle dans 26 pays et 15 awards, y compris dans le monde scientifique, pour son approche originale et accessible des savoirs par le conte, soutenu également aujourd'hui par la Suisse. Il s'agit d'un projet unique de transmission culturelle et scientifique dans un contexte mondial où la science est souvent fragilisée et contestée. Je vous invite à visionner cet extrait de Tremblement et je vous reviens. À cette époque, la Terre venait de naître, dans le feu. La Terre était tout entière comme l'intérieur d'un volcan, brûlante et liquide. Une mer de feu à perte de vue, agitée de courants extraordinaires sur toute sa surface et dans ses profondeurs. Après un temps très long, plus long que tout ce que tu peux imaginer, elle a commencé à refroidir par endroits, par morceaux, qui flottaient et se déplaçaient sur l'océan de feu suivant les courants. Et ces morceaux ont grandi, jusqu'à devenir des plaques gigantesques. Petit à petit, ces plaques ont recouvert toute la surface de la Terre et ont fini par se rencontrer. Mais en dessous, l'océan de feu et ses mouvements puissants étaient toujours là et continuaient à faire bouger ces plaques. Ne pouvant plus grandir davantage, elles se retrouvaient maintenant pressées les unes contre les autres avec une force si grande
que certaines, un peu plus jeunes et fragiles que les autres, ont commencé à se tordre, à se plisser, à se casser, à monter au-dessus des autres, à tous les endroits où elles les touchaient. Tous ces mouvements provoquaient des volcans et des tremblements de terre, des fosses profondes et des montagnes très hautes, sculptant le paysage, dessinant les terres et les mers. Tout cela semble rapide quand je te le raconte, et cela l'a été dans le temps de notre planète, dont la vie se compte en tant d'années qu'on ne peut pas les compter. Mais pour tous les habitants de la Terre, cela a été lent, très très lent, si lent que la vie est apparue, et que de très nombreux êtres vivants, animaux et végétaux, sont nés et ont disparu, ne se rendant pas compte des mouvements imperceptibles de la Terre qui se transformaient. Des continents se sont formés et défaits, éloignés et rapprochés. Des mers se sont creusées et ont été asséchées, en palpitations régulières, infiniment longues et qui se poursuivent aujourd'hui. Alors de retour avec vous, mesdames et messieurs, pour parler de ce projet complètement enraciné au Maroc, dans ses langues, sa richesse humaine, sa force poétique. Nicolas Jacquet, comment ce projet contribue-t-il, de votre point de vue, à faire rayonner la culture marocaine au-delà des frontières? Alors, ce qui rayonne, c'est pas seulement la culture marocaine, c'est aussi son dynamisme dans des initiatives novatrices en termes d'éducation et d'accessibilité à la science. Ce projet, je tiens à le dire et à le rappeler, est né au Maroc, soutenu par des initiatives marocaines, des entités marocaines, le gouvernement marocain, qui investit massivement aujourd'hui dans le monde de la culture et dans le monde de l'éducation. Et c'est au Maroc que cette idée d'utiliser le conte comme outil de promotion des savoirs et de la connaissance est née et maintenant rayonne dans le monde entier. C'est une initiative qui est en train de faire des émules. Beaucoup de pays s'y intéressent, la France, la Suisse, la Belgique, le Canada aussi. On est en train de discuter avec un certain nombre de partenaires pour la suite du projet et d'autres chapitres. Donc c'est vraiment, c'est aussi toute la dynamique du projet global qui s'appelle Épicentre, c'est que c'est né au Maroc, c'est né à Agadir et c'est en train de rayonner finalement le séisme culturel que représente ce projet est en train de se répandre. Et puis la question du rayonnement culturel de la culture marocaine est hyper intéressant aussi et très important. C'est qu'on s'est rendu compte avec tous les festivals à l'international dans ces 26 pays, comme vous le disiez, qu'en fait il y avait un mélange de découverte de quelque chose d'un peu nouveau et en même temps de très familier. Le style graphique amazigh, marocain, est similaire à beaucoup de styles graphiques des arts ancestraux de beaucoup de civilisations dans le monde. Et donc pour beaucoup de gens qui voient ces dessins animés ou ce livre, ils ont une sensation de toucher à quelque chose de familier et qui ancre l'histoire dans un passé collectif. Donc ça, il y a un double impact en fait à ce style graphique, c'est le rayonnement du Maroc, mais aussi de travailler sur un langage graphique universel qui a une énorme puissance évocatrice et qui sera de toute façon en plus poursuivi sur la suite de la série. On continuera à utiliser les symboles amazigh pour toute la suite de la série. Très bien. Alors justement, j'ose présumer que c'est un projet qui interroge justement la mémoire collective et individuelle de manière générale. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec les récits migratoires, j'allais dire post-coloniaux ou décoloniaux, justement à ce niveau? Peut-être même faire le lien au niveau urbanistique, mais est-ce que vous avez pensé peut-être insérer, je dirais de manière consciente ou inconsciente, quelque part un récit postcolonial ou décolonial par rapport à ce projet qui est un projet justement qui interpelle la mise en valeur d'une ville, on va dire, après le séisme d'Agadir? En ce qui me concerne, la portée anticoloniale, postcoloniale, je la porte en moi en fait. Déjà dans mes incertitudes à prendre ce projet, c'était pour ces raisons-là. Je ne me voyais pas agir comme
comme un post-colonial qui arrive avec ses gros sabots et puis imagine qu'il a toutes les réponses et va expliquer aux gens du Sud comment ils doivent penser, réfléchir, imaginer. J'ai plongé dans ce sujet et dans ce projet en oubliant que j'étais français et en m'immergeant dans cette culture dont j'ignorais tout et qui, je trouve, a énormément à offrir au monde. Et je cite souvent Roland Barthes qui dit qu'on n'aime jamais mieux que par les yeux de quelqu'un d'autre. Et pour la culture, c'est la même chose. Quand on est habitué, quand on baigne dans sa propre culture, parfois, on a besoin du regard de quelqu'un d'autre, un regard transverse pour la redécouvrir, la voir d'une façon différente et en retomber amoureux. Et si ça peut se passer, j'en serais très heureux. Excellent. Alors encore une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. On parle du projet Tremblement, initié par l'invité d'Agora cette semaine, Monsieur Nicolas Jacquet. On va continuer la conversation, on va le faire après cette pause. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer de parler du projet Tremblement avec mon invité chez Agora aujourd'hui, Nicolas Jacquet, designer, auteur, réalisateur, qui a initié ce projet, qui a une vocation sismique, mais il interpelle, je veux dire, la mémoire collective d'Agadir, là, on va dire, hein, n'est-ce pas? Et puis, c'est un projet qui a eu plusieurs consécrations. Il y a une question qui m'interpelle, Nicolas, c'est sur la place qu'occupe la vulnérabilité dans votre réflexion, la vulnérabilité comme peut-être faiblesse à dépasser, ou est-ce que vous l'avez vu comme peut-être une force à revendiquer? Parce qu'en parlant de vulnérabilité, c'est d'abord la vulnérabilité de ces gens-là qui n'ont peut-être pas les moyens qui ont survécu, mais qui n'ont pas pu survivre aussi peut-être je veux dire à la tragédie mémorielle. Mais comment est-ce que vous avez projeté votre regard sur tout ce qui est vulnérabilité dans ce projet? La vulnérabilité, elle était au cœur du projet, puisqu'on avait toute une population qui ignorait qu'elle était sur un lieu, sur une faille, sur même 3 failles gigantesques, et donc qu'elle courait un danger permanent. Et au cœur de la réflexion sur le projet entier, autour de cet opus Tremblement et puis de toute la suite, il y a le fait de combattre cette vulnérabilité en donnant un accès au savoir. Je crois profondément que pour donner des armes aux enfants et aux futurs adultes, il faut qu'ils connaissent les clés du monde. Et cet ouvrage et ce film ne sont pas là pour donner une explication et une connaissance exhaustive du phénomène, ils sont là pour donner un goût, pour donner une curiosité, pour dire derrière le voile de ce que vous croyez, de ce que vous croyez savoir, il y a des choses à chercher, des choses passionnantes. Et en fait, ça vous permet de comprendre le monde dans lequel vous vivez. Ça vous permet de l'aborder d'une façon forte, avec puissance et avec confiance. Et c'est tout l'enjeu de ce projet, c'est de donner de la puissance. Et quand on parle de vulnérabilité, on ne peut pas en parler sans parler de la puissance. Il se complète quelque part. Puis, est-ce que c'est un projet qui a une vocation à évoluer? Je veux dire, est-ce qu'il s'agit d'une œuvre fixe ou bien un projet ou un processus en constante mutation, je veux dire? Le projet, il a clairement dépassé les limites du musée et les limites du film d'origine. Il est déjà devenu livre. Il faut savoir aussi que le musée et le livre étaient terminés et prêts à être imprimés pour le livre. Et le musée a été livré le 8 septembre 2023, 5 heures avant le séisme de El Aouz au Maroc. Ça a été un traumatisme pour toute l'équipe et pour moi aussi. J'ai été absolument dévasté par le fait qu'on ait eu l'impression que le musée, qui devait être un outil de prévention, n'était pas arrivé assez tôt, qu'on avait livré trop tard, y compris le livre. Et j'ai été bouleversé par des témoignages de survivants et notamment un qui m'a marqué profondément. C'est celui d'un garçon qui parle de son petit frère, Souleymane, dans un village qui s'appelle Adassil, et il parle de lui en disant « il est mort hier à 8 ans ». Et il portait sur le monde un regard global. Il regardait le ciel, les arbres, il aimait le printemps. Et un jour qu'il jouait avec mon petit frère, il s'est arrêté, il a regardé et a dit « un jour tu me penseras à moi et tu pleureras ». Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ces mots, ils me hantent depuis. Et c'est aussi en l'honneur de toute cette jeunesse perdue parce qu'elle ne savait pas, parce que leurs parents ne savaient pas construire, que ce projet existe. Et il est en train de se développer dans plein de directions.
cet outil du conte pour donner accès au savoir est ouvert à beaucoup de thématiques. Là, on est en train de faire un nouveau projet sur l'eau, qui est un enjeu au Maroc et dans le monde, qui est colossal, qui est déjà écrit et qui est en cours de production. On a d'autres projets en tête aussi et qu'on a proposés, notamment au CERN, pour expliquer les expériences qu'ils font aux 4 à 8 ans. On a aussi des projets sur la bactériologie. On a beaucoup de sujets qui sont ouverts avec des institutions de recherche et des institutions universitaires. Et le projet n'en est qu'à ses débuts et va encore se développer beaucoup. Très bien. Donc, juste, il reste une minute là, juste avant de pouvoir faire partager encore plus de ce compte-là, du lien que vous avez. Juste une minute pour nous expliquer où s'en va justement la promotion du livre, où vont les redevances. Est-ce que c'est avec une société caritative? Voulez-vous nous en dire plus? Alors, sur les ventes du livre au Maroc, la totalité des bénéfices de l'éditeur au Maroc et de mes droits d'auteur sont reversés à des associations qui aident les enfants sur le terrain. On y a tenu, après le tremblement de terre de Flaouz, il était impossible que ce projet ne permette pas aux enfants victimes du séisme d'en bénéficier. Donc tous les livres qui seront vendus sur le tremblement au Maroc permettront de financer des œuvres caritatives qui aident sur le terrain et aussi de donner des livres aux enfants parce que c'est un enjeu aussi d'éducation. Il y a très peu de familles encore qui ont des livres de contes, des beaux livres. Et le goût de la lecture, le goût de la culture, il vient aussi par des beaux objets. Et si on trouve, et ce qu'on est en train de chercher aujourd'hui, des bailleurs de fonds qui sont d'accord pour acheter des livres, pour les donner à des associations qui vont les distribuer dans les douars, dans les lieux reculés, c'est un des axes de ce projet qui est un axe humaniste. Parfait, très bien. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nicolas Jacquet, initiateur de ce projet Tremblement. Il y a un site web de l'association, les gens qui aimeraient l'acheter directement Il faut qu'ils contactent la Boîte à Culture à Rabat, qui est l'éditeur du livre. Et puis, bientôt, on va avoir l'édition en Suisse qui va être faite. Excellent, merci beaucoup. Alors, avec les éditions Quanto. Parfait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous laisse tout de suite, mesdames et messieurs, avec merci un extrait. Pour votre invitation. Je vous en prie, avec un extrait continu de ce projet Tremblement. Je vous souhaite donc un excellent week-end. On se dit au prochain invité chez Agora. Bye bye. Beslama. La ville d'Agadir est allongée tout près de 3 failles venant des profondeurs qui tremblent souvent et parfois très fort. Personne ne le savait quand la ville a été construite. Les secousses du passé ont sans doute été oubliées avec le temps, ceux qui les ont connues ayant disparu. Les humains oublient petit à petit et reconstruisent des maisons là où elles se sont déjà écroulées il y a longtemps. Et pendant que les hommes oublient, la terre bouge, toujours et encore, lentement, sans jamais s'arrêter. Et quand les hommes auront encore oublié, elle tremblera de nouveau. Il ne faut pas oublier. N'oublie pas mon histoire. Raconte-la à ton tour. L'histoire de la terre, l'histoire d'Agadir.